te dirais ce projet-là, justement, le 52 logements qu'on a fait à Saint-Zotique, sur le bord de l'eau. Tu sais, ce projet-là me faisait peur. Oui. Parce que c'était le plus gros. Côté financier aussi, était plus gros. On parlait de combien au coût de la porte? Tu vois, c'est un projet que juste en construction, tu à peu près à 10 millions. Bonjour à tous, ici Sophia Miliani, courtier immobilier de chez PMML. Aujourd'hui, pour notre podcast Tout terrain, on reçoit Yannick Poisson-Michel à la tête du groupe Firma et président du groupe Rocket Hammer. Donc, groupe Firma, on le connaît bien à l'arrière du groupe Firma. Nous avons Nicolas Lessard, Jérôme Thibault et Yannick Poisson. Et Rocket Hammer, dont Yannick est président. Merci Yannick pour être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation, Sophia. Ça fait plaisir d'être ici. Moi aussi, ça me fait plaisir de jaser. Je pense que nos téléspectateurs ont hâte de voir le point de vue, puis surtout le mindset du constructeur versus le type d'actif, le terrain. Fait que nous autres, Yannick, pour commencer, on aimerait ça savoir un petit peu ton background. Tu sais, Yannick, avant de devenir développeur, constructeur, parce que tu fais un petit peu des deux, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à faire ça? Écoute, moi, je suis ingénieur de formation. Ouais. J'ai travaillé en ingénierie pour Kiewit. En fait, un gros entrepreneur civil. Donc, j'ai travaillé au BC. On a fait 2 centrales hydroélectriques dans les montagnes. J'ai travaillé sur le pont de l'A25. J'ai travaillé sur l'estimé de l'autoroute 30. J'ai toujours un intérêt pour la construction. Ouais. Puis après ça, le multilogement, tu sais, à gauche puis à droite, au travers des branches, j'ai fait des formations avec les clubs des investisseurs. Fait que j'avais fait l'acquisition de petits plex, duplex, triplex. Puis à un moment donné, j'ai juste lâché ça. Puis j'ai dit, Kiewit, c'est des jobs aussi dans le nord, souvent, c'était loin. J'ai dit, pourquoi le faire pour d'autres? Je suis capable de le faire pour moi, j'ai les compétences. Fait que c'est là que j'ai décidé de foncer, lâcher, puis on est parti de là. Fait que j'ai toujours eu un petit peu la fibre construction. Je trouve que c'est le fun. Tu vas sur le chantier, tu te salis les bottes, des gars avec des marteaux. En même temps aussi, c'est compliqué, c'est des casse-têtes. On dirait que j'aime pas ça quand le clavier est simple. Fait que c'est à partir de là. J'avais pas espoir de me rendre où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ouais. Mais le temps fait les choses, puis voilà. Fait que dans le fond, tu pars d'un métier d'ingénieur, tu travailles comme dans une compagnie, puis ensuite de ça, tu te rends compte que être entrepreneur, c'est quelque chose que tu aimais, que tu étais capable de faire. Puis en plus de ça, c'est quand même un métier avec beaucoup de défis. Hein? La construction, le développement, il faut avoir les reins solides, il faut être capable d'assumer un gros stress aussi. Je te dirais qu'il faut être fait très, très fort. Puis c'est une des raisons pourquoi on s'est rendu là. Puis même aujourd'hui, tu sais, j'ai les associés, puis je dirais que c'est pas tout le monde qui a le même niveau de stress, mais ça prend quelqu'un dans l'équipe qui est capable de rabaisser puis pas stresser parce que c'est juste des problèmes tout le temps. Définitivement. Nous autres, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui sur le marché? On a vu un marché, en ce moment, on est au mois de septembre 2024. On voit que la dernière baisse des taux aujourd'hui, à ce stade-ci, on est à la 3e baisse. On voit un engouement, un relancement du marché de la construction. Toi, comment tu le ressens de ton côté actuellement? On le voit que, tu sais, oui, la baisse est là. Oui. Mais on voit que les téléphones commencent à sonner. Déjà là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est au bureau, qui voulait peut-être regarder pour se faire construire un petit 5-plex. Fait qu'on voit que les points que, tu sais, que les taux ont baissé, ça fait un gros impact. Les gens sont prêts. Il y a beaucoup de gens aussi avec leur plan. Même nous, on en a des projets. J'ai 2 projets présentement que j'ai déjà les permis et tout. Mais les chiffres font pas de sens. Mais là, avec qu'est-ce qui commence à s'en venir, on commence à se rapprocher de la vérité. Là. Ça ne reviendra pas comme c'était avant, mais on commence à préparer le printemps, définitivement. Ça, c'est important ce que tu dis, on commence à préparer le printemps. J'aime ça parce que beaucoup de monde ne se rend pas compte. En transaction immobilière, quand on fait une acquisition d'actifs, de terrain prêt à bâtir, comme que tu fais toi, tu développes puis tu mets ces produits-là sur le marché, ou que tu les bâtis. Ce qui est important de savoir, c'est que les constructeurs, en général, quand vous faites des acquisitions, vous faites vos acquisitions souvent en automne pour pouvoir commencer la construction au printemps. Donc, si quelqu'un a un produit à vendre maintenant, c'est lui qui va être capable de closer en mars, février, mars, pour que le constructeur puisse commencer sa construction dès le début du printemps. Ça, c'est un challenge que je pense qu'il est important que les gens comprennent le cycle des constructeurs. Parce que les constructeurs font leurs acquisitions à partir de la fin de l'été
jusqu'à octobre, novembre, décembre. Après ça, il faut qu'il y ait déjà une transaction en cours et que les conditions soient déjà réalisées. Parce que si c'est pas fait en décembre, ils n'ont aucune certitude de pouvoir ouvrir leur chantier au mois de mars, avril, au printemps. Il faut savoir que les constructeurs, ils doivent préparer leurs équipes, les équipements, les ouvertures de chantier. Puis, si ils font une transaction à la dernière minute en janvier, c'est un projet qui va être pour l'année d'après. Ouais. Donc, il faut calculer ces choses-là dans les transactions, je pense, en tant que vendeur, en tant que développeur aussi, parce que les développeurs qui rendent des produits prêts à bâtir sur le marché pour, mettons, des constructeurs comme toi qui vont aller les construire, faut prendre ce timeline-là, faut le comprendre. Puis, c'est ce que je disais à un de mes clients hier, on est en train de préparer la mise en marché d'un produit d'envergure prêt à bâtir sur le marché. Puis, il me disait, Sophia, c'est-tu mieux que je le mette maintenant ou que j'attends les prochaines baisses avant décembre? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Moi, j'ai tendance à dire, tu sais, quelqu'un qui veut faire du volume, qui veut en faire beaucoup, moi, j'en fais à l'année. Ouais. J'en fais à l'année. Mais c'est sûr que si tu vas avoir les meilleures conditions, les meilleurs prix, oui, tu sais, tu vas commencer tes projets au printemps. Exact. Mais par contre, je trouve que là, tu sais, les projets que tu commences pas maintenant, oui, tu vas le faire là, mais tu sais, tu es tout le temps en retard quand même dans la roue. C'est vrai. Moi, je veux toujours en partir des projets. C'est simple comme ça. C'est comme là, on vient de partir des bureaux 4 étages en béton à Saint-Lambert. On commence la construction là. On est en train de casser du roc présentement. Fait qu'on s'entend que c'est un projet qui va durer tout l'hiver et puis c'est un projet de 12 mois environ. Fait que, oui, le moment opportun est au printemps. Mais encore là, je vous dirais dans peut-être un mois et demi, je commence un 16 à la chute. C'est le fun d'entendre ça, mais c'est pas tous les constructeurs qui sont capables de faire ça. Parce qu'il faut préciser, Yannick, toi, tu as toute une équipe. Parle-nous un peu de ça. Tu as toute une équipe, tout est tes romains, tout est à l'interne. Donc, tu peux te permettre ça. Fait que parle-nous un peu du processus de Groupe Firma versus Rocket Hammer pour qu'on puisse comprendre c'est quoi ta force. Oui. Bien, en fait, Groupe Firma, le promoteur immobilier, dans lequel que j'ai mes associés, comme on a parlé tantôt. Rocket Hammer, ça fait 15 ans d'existence à la base. Au début, j'ai fait beaucoup de réno, j'ai fait des condos à Montréal. À un moment donné, on a changé quand j'ai rencontré Jérôme. Puis on s'est mis à faire juste du multilogement pour nous. Donc, à un moment donné, l'équipe elle a dû grossir vite parce qu'on a fait quand même, on pourrait en parler tantôt, mais on a fait beaucoup de portes en très peu de temps. Fait qu'à un moment donné, j'ai tout lâché la réno. J'ai dit, on se focus sur le multi. Puis là, ça a monté vite. On faisait à peu près 200, 250 portes par année. Donc, au bureau, j'ai j'ai un directeur de construction. J'ai 2 et 3 chargés de projet, tout dépendamment on est où dans l'année. J'ai des surintendants de chantier, j'ai des coordonnateurs. Après ça, j'ai l'équipe de comptabilité. Donc, j'ai pas une CPA, une contrôleur financière. On avait un tech aussi pour tout ce qui est plan, les vérifications. J'ai moi. Fait qu'on a quand même une grosse équipe de bureau. Parce qu'un projet de construction, ça se gère pas sur le chantier. Définitivement. Ça part du bureau. Si tu pars mal dans le bureau, le chantier, ça va être de la merde. Si tu as l'équipe solide au bureau, après ça, rajouter du volume, c'est facile. Quand ton core va bien, rajoute un chargé de projet de plus, rajoute un surintendant de chantier de plus, le chantier va bien aller. Ça, c'est bien ce que tu dis. Puis toi, tu as eu aussi la chance d'avoir un background en tant qu'ingénieur qui t'a beaucoup aidé, puis qui t'a fait comprendre l'importance d'être entouré des bons professionnels à l'interne dans ton équipe. Fait que tu t'es bâti une équipe solide. Ça te donne une longueur d'avance par rapport à d'autres constructeurs. Ta longueur d'avance à toi actuellement, c'est que vu que tu as l'équipe à l'interne qui travaille avec toi, vous êtes capable de prendre des projets toute l'année. Vous êtes capable d'assumer en quelque part le gap financier. Mettons, tu achètes un projet en décembre ou en janvier. Tu sais que tu ne le commenceras pas au printemps. Tu sais que tu vas peut-être le commencer l'année d'après. Mais financièrement, pour d'autres constructeurs, puis surtout les moyens petits constructeurs, c'est difficile parce que pendant ce temps-là, il faut assumer financièrement l'acquisition. Exact. Effectivement. Ça, c'est un challenge. Ça, c'est un bon point. Parce que si tu l'achètes tout de suite aussi, puis tu ne le construis pas tout de suite, bien là, tu payes souvent. Il y en a beaucoup de gens en plus, ça va être financé. Tu payes de l'intérêt, et c'est ça. Puis, tu commences pas à collecter des loyers. Ta plus-value de l'immeuble n'est pas partie. L'immobilier, c'est long terme. Exact. Fait que moi, le plus tôt est le mieux. Mais des fois aussi, les petits projets, les partir, encore c'est dati à l'automne, c'est pas problématique. Les gros, là, oui, il y a beaucoup plus d'impact financier quand on commence à arriver avec des dalles structurales, du béton. C'est plus touché. Ça, c'est plus difficile. Oui, on va plus pousser vers le printemps.
Je comprends. Puis moi, ce que j'aimerais aussi savoir, je pense que c'est une question que beaucoup de monde se pose. Comment vous êtes capable d'avoir plusieurs projets en même temps? Je sais que Groupe Firma, Rocket Hammer, vous avez des tentacules, vous êtes un peu partout, vous avez des projets sur la Rive-Sud, vous avez fait des projets à Montréal, vous faites des projets aussi sur la Rive-Nord, la Chute. Comment vous faites pour être partout? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de constructeurs qui ont le challenge de faire « je dois acheter uniquement dans un secteur ». Je te donne un exemple. J'ai un constructeur qui m'appelle la semaine passée, il dit « Sophia, j'ai besoin d'un terrain prêt à bâtir multilogement, mais uniquement sur l'île de Laval. » Ouais. Comment ça fonctionne? Comment vous êtes capable d'être partout? C'est quoi le secret? Bien, le secret, c'est l'équipe. Le secret revient encore, qu'on disait, c'est le bureau. Puis à un moment donné, tu sais, on en a tellement fait à Valleyfield qu'on avait trop dans le même endroit qu'on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix de s'expandre. Fait qu'à un moment donné, quand l'équipe est solide, la seule différence, c'est ton surintendant de chantier. C'est un surintendant de chantier que lui est local, ou sinon, si c'est pas trop loin, comme là, présentement, la Chute, tu sais, le surintendant fait peut-être 1 heure. Mm-hmm. C'est pas si pire. Mais sinon, tu trouves un surintendant local, comme on a des projets qui s'en viennent à Shawinigan. C'est loin, Shawinigan, du bureau. Bon, on va trouver un surintendant local qui connaît des gens locaux aussi, parce qu'on va aller en sous-traitance avec des gens locaux. Fait que l'équipe du bureau planifie tout de la même manière. Fait que c'est juste qu'on va trouver des nouveaux sous-traitants avec le surintendant que là, lui est là. Mais la clé, par contre, il faut que le surintendant fit bien avec l'équipe puis qu'il embarque un peu dans le moule, dans tout ce que nous, on a bâti pour s'assurer que le chantier est bien. C'est sûr qu'on se cachera pas que j'aime mieux quand ils sont à côté parce que moi, je peux aller faire un tour, puis tu sais, directeur aussi. Mais sinon, je voudrais que ça roule bien. Fait que c'est pas un deal breaker. Pas du tout. Fait que dans le fond, moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, Yannick, c'est que dans le fond, il faut juste oser. Ouais. Puis c'est pas vrai qu'on peut construire en tant que constructeur uniquement dans un secteur puis maîtriser uniquement un seul secteur. Ouais. Puis ça, c'est une chose que moi, j'essaie d'éduquer un petit peu. Les investisseurs avec qui je travaille, les constructeurs avec qui je travaille, sortez de la zone de confort. Parce que il peut y avoir des deals un petit peu plus loin. Vous allez avoir quelques petites modifications à faire dans votre façon de travailler. Mais au final, si tu veux faire un deal, il faut que tu sois capable aussi de sortir de ta zone de confort. Puis souvent, c'est ça qui est en train de se passer actuellement. J'ai des constructeurs qui veulent des projets uniquement sur la Rive-Nord, pendant qu'il veut construire à Laval, mais à Longueuil, il vient d'avoir un projet où est-ce qu'il serait capable, exemple, de faire un profit de moins de 400 000. Le 400 000, c'est le 400 000 de plus dans ses poches. Puis c'est des petits challenges comme ça qui font en sorte que, je te donne un exemple. Toi, si tu sais que tu ferais 400 000 de plus, mettons, sur un projet de 45 logements ou 44 logements, par exemple, est-ce que tu serais porté à faire, ça me dérange pas de payer un surintendant un peu plus cher? Définitivement, ça c'est sûr. Puis encore plus, tu sais, pas juste le surintendant, si on fait un profit de plus, je vais peut-être même rajouter quelqu'un de plus au bureau, un surintendant de plus pour être sûr que malgré que le projet est plus loin, malgré que des fois j'ai peut-être des inconforts, on va réduire la marge. Fait que le 400 000, je vais peut-être le baisser à 200, mais je vais quand même être content, c'est quand même 200 de plus, puis je vais m'assurer que le projet il est encore mieux. Puis tu vas développer des nouvelles connaissances, dans une nouvelle place, une nouvelle région, un nouveau contact. Comme à la Chute, on n'a jamais mis les pieds là. Mais là, à cette heure, on a des gens de la Chute qui nous appellent, on a des promoteurs de la Chute. Fait comme tu dis, en osant, ben, tu développes des nouvelles choses. Aujourd'hui, moi, j'ai eu du succès parce que j'ai jamais dit non à rien dans la vie. Autant quand on était en réno, qu'à un moment donné, mon surintendant, il dit là, tu peux te calmer un peu, tu sais. T'arrives à un moment donné, t'as pas de job, puis là, les jobs, il y en a plein, puis dis pas non, on va se débrouiller, on va faire, puis on va livrer. Fait à partir du moment que tu livres, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr, il faut que tu saches ce que tu es capable de faire. Mais j'ai pas peur qu'un entrepreneur, on va pousser, on va s'organiser, puis on va livrer la job. Mon premier 52 qu'on a fait, j'avais peur, parce que le plus gros bloc qu'on a fait, c'est un 16-plex. 3 étages et demi, standard. À partir de là, un 52, parking intérieur, qu'on a pogné dans la COVID et tout. Au début, j'étais comme, ouais, c'est pas la même affaire. Là. J'étais stressé un petit peu. Je dis, c'est correct, on le fait. On l'a fait. On a fait quelques erreurs, mais c'est normal. Si tu fonces pas, tu feras jamais d'erreur et tu n'avanceras jamais dans la vie. On l'a fait. Au final, aujourd'hui, 52, n'importe quand, demain matin, on va en refaire un. Là. Fait que là, justement, on s'en vient 4 étages en béton. Mais si tu fonces pas, tu le sais pas. Définitivement, définitivement. Parle-nous un petit peu d'un projet que tu as fait dont tu es fier aujourd'hui.
de parler, de faire comme... Peut-être que soit tu as vécu des challenges dedans ou peut-être c'était ton plus gros, mais un projet qui t'a marqué, dont tu es fier. Bien, je te dirais ce projet-là, justement, le 52 logements qu'on a fait à Saint-Zotique, sur le bord de l'eau. Tu sais, ce projet-là me faisait peur. Oui. Parce que c'était le plus gros. Côté financier aussi, était plus gros. On parlait de combien au coût de la porte? Ben, tu vois, c'est un projet que juste en construction, tu à peu près à 10 millions. Oui. Fait que la porte, dans le temps, ça devait être autour de 200 000 à peu près. 200. C'est juste en construction. Oui, coût de construction. Terrain, sans taxes, ouais. sans autocotisation. Coût de construction par porte aux alentours de 200 000 pour un 52 logements bord de l'eau. Exact. En quelle année? Ça a été, ben justement, le pourquoi de tout ça. On a frappé la COVID dans ce projet-là. Fait qu'on a parti le projet, là, la COVID, ça fait quoi, 3-4 ans? Là, j'ai pu, moi, j'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié ça, moi. C'est un projet qu'on a parti, 2-3 petits embûches sur la fondation au départ. Déjà, on part le projet, ça a coûté 150-200 000 de plus. T'es comme, ouais, c'est pas grave, le reste, t'es sous contrôle. Ouais. COVID est arrivé. Tout de suite. COVID a amené tous les challenges de pénurie, de tout. On a réussi à la surmonter, mais faut pas oublier qu'on a arrêté de construire aussi pendant un mois et demi. Fait que là, toutes tes deadlines à la fin, on avait déjà des baux de signés, tu peux plus les dépasser. Hein. Fait qu'on on a rentré dans le projet, on a fait des meetings, j'ai fait des meetings avec tous mes fournisseurs. Es-tu capable de me fournir gyps, ça, t'es sûr? Oui. OK, parfait. Poignée de main. Sous-traitant, même chose. Il y a même un gars de gyps qu'on n'avait pas confiance, on l'a mis dehors. Je n'ai rentré un à 150 000 plus cher que l'autre sur le même contrat. Mais au moins, lui, j'étais sûr d'en avoir. J'étais sûr que j'allais arriver à la fin avec mes deadlines. Pour faire une histoire courte, en milieu de projet, on a vu qu'on dépassait nos coûts d'à peu près 1,8 million. Wow! C'est beaucoup, là. Puis nous, on avait des investisseurs avec nous dans ce projet-là. Mais tu peux pas arrêter. Fait que c'est pas grave, on l'a expliqué, avec la courbe. On a vu la courbe du bois a fait ça de même. Nous, là, on a été vraiment dans le plus haut qui n'était pas possible. On n'aurait pas pu avoir un moins bon timing que ça pour ce projet-là. Par contre, les loyers aussi ont pris vraiment un pic dans ce moment-là. Fait qu'on a vraiment, on s'est remonté les manches, on a bien loué, puis au final, ce qui est le fun de pourquoi c'est une belle histoire, on a ressorti toutes nos billes de ce projet-là qui commençait à être un désastre. On a relevé les challenges, puis au final, ça a fini un de nos plus beaux projets aujourd'hui, comme quoi qu'on est fiers. Sur le bord de l'eau, c'est plein. Les investisseurs, on a laissé même pas une scène dans ce projet-là. Ça s'en vient pour être un désastre. Mais finalement, quand tu mets l'effort, ça a bien fini. Ça, c'est bien que tu dises ça parce que malgré tous les paramètres du marché qui allaient pas bien, les matériaux de construction qui étaient élevés, la COVID, ce qui ralentissait le processus. On se rappelle, dans ce temps-là, il y avait même les confinements, ces choses-là. Avec tout ça, avec un dépassement d'1,8 million de dollars en excédent sur le projet, tu as quand même pu sortir content et fier du projet parce que tu as pu louer la totalité des unités à des loyers qui étaient plus élevés parce que les paramètres ont comme fait comme ça, mais ils ont fait comme ça dans d'autres sens. Fait que ça a comme balancé. Puis ça, c'est le fun d'entendre ça parce que c'est comme ça qu'un entrepreneur ou n'importe quel entrepreneur dans n'importe quel métier peut avancer. C'est travailler à travers les tempêtes. Si on n'est pas capable de travailler à travers une tempête, on ne pourra pas continuer. Puis ça, c'est le fun d'entendre ça. Puis même un petit peu les paramètres, tu me disais, ça a coûté à peu près 200 000 $ de coût de construction par porte sans l'acquisition du terrain, sans les taxes. Donc, coût de construction à 200 000 pour 52 unités au bord de l'eau aux alentours de l'année 2020, si on est exact, donc aux alentours de la COVID. Si 200 000 dans ce temps-là de coût de construction existait, aujourd'hui, là, les gens, quand ils entendent du 225, du 230, du 250 000 de coût de construction, ils ont l'impression que c'est cher. Ouais. Non. Parce que 200 000 en 2020, qui était il y a 4 ans et demi aujourd'hui, versus aujourd'hui, on tourne des fois dans du 215, 230 000, entre 215, 230 000 la porte pour de la construction normale. Qu'est-ce qu'on voit comme différence? 15 à 30 000 $ de différence versus quand vous étiez à 200 000, vous étiez au pic du coût des matériaux de construction, ce qui aujourd'hui a baissé. Ouais. Donc, au final, aujourd'hui, un coût de construction à 215, 230, est-ce que tu peux me dire, Yannick, c'est-tu trop cher? C'est définitivement pas trop cher parce que
le pic des matériaux, le bois, lui, il a baissé. Exact. Mais si on prend l'acier, si on prend la main-d'œuvre, tout le reste, les portes, les fenêtres, ça, là, ça n'a pas baissé. Les prix des matériaux ont resté hauts. Les prix des sous-traitants ont resté hauts. Oui, présentement, il y a un petit peu moins de construction. On a vu une baisse, mais la baisse, elle n'est pas énorme versus les hausses qu'on a faites. Mon premier 16 que j'ai fait à Valleyfield, il y a 6 ans, juste à mon cost, me coûtait 1,6 million. C'était 100 000 la porte. OK, sans profit, sans rien, sans bureau. Puis aujourd'hui, le même me coûte 3,4. Le même bâtiment. Mais les loyers, ça n'a pas suivi de la même manière. Puis les taux d'intérêt, en plus, sont venus rentrer là-dedans. Fait que non, définitivement, c'est fini. Le temps de construire pas cher est malheureusement terminé. Même que je m'attends qu'au printemps, on va avoir une hausse des coûts de construction. C'est sûr que, d'après moi, les coûts vont remonter encore. Ça sent ces choses-là, puis c'est normal parce qu'avec les 3 baisses de taux qu'on a eues cet été, puis on attend encore d'autres baisses de taux avant la fin de l'année, on voit que le marché actuellement, au niveau des acquisitions de terrain, est en train de revenir, mais d'une façon énormément accrue. On voit que beaucoup de monde font des acquisitions. Les terrains qui bougeaient pas sont en train de finalement se vendre. On reçoit des promesses d'achat. Moi, actuellement, je le vois sur les produits que j'ai à vendre. Je reçois des promesses d'achat sur des produits qui sont à vendre depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est maintenant qu'on les reçoit. Puis, on les reçoit maintenant, mais bizarrement, avec des conditions quand même assez favorables, moins de négociations. On ressent des constructeurs ou des développeurs qui veulent aller plus vite en transaction parce qu'ils veulent avoir un projet pour le printemps. Puis, c'est quoi le challenge dans tout ça? C'est que ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce qui s'est passé en 2023, où est-ce que les constructeurs ont arrêté de construire, puis en 2024, ils ont peut-être, quelques-uns ont réussi à remettre les chantiers en marche, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi en 2024. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, ces constructeurs-là, quand la baisse des taux est arrivée, la première, ils ont juste recommencé les chantiers qui étaient en arrêt pour les terminer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ces gens-là, dès qu'ils terminent leur projet, qui étaient en stand-by depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, bien, leur prochaine acquisition ne va pas être cet automne, elle va être l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un automne mouvementé pour ceux qui ont terminé leur chantier en mai, juin, juillet, puis qui cherchent une prochaine acquisition pour le printemps 2025. Puis ceux qui ont juste terminé peut-être à la fin de cette année, bien, ça veut dire que cette année, on va avoir un automne mouvementé, un hiver mouvementé et un printemps mouvementé. C'est ça qu'on ressent dans les prochaines saisons. Toi, comment tu le vois, Yannick? Ah, je pense que tu as raison. Moi, je pense que l'année prochaine, le début du printemps va être quand même tranquille, mais ça va aller en flèche. Parce que les gens attendent. Tout le monde est là. Ouais. Il y a de l'argent dans le marché. Exact. Personne fonce encore. Mais là, les chiffres commencent à faire du sens. Même nous, on commence à repenser à partir les projets. Fait, je pense que même je parle à mes partenaires, puis il y a des projets comme le 16 de la chute, un autre. Moi, je veux le partir cette année parce que nos meilleurs coûts de construction sont en ce moment. C'est là. Ouais. Avant que la vague recommence, toi, il faut que tu te prépares maintenant. Exact. Ça, c'est des timings qu'il faut calculer quand on est constructeur. Mettons, je te donne un exemple. Toi, tu es constructeur. Je sais que Rocket Hammer fait aussi de la construction pour les particuliers, pour les développeurs, pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent se construire un 6, un 12, un 20, un 100, un 200. La recommandation que tu ferais à un investisseur qui a un terrain prêt à bâtir avec permis, puis qui vient de voir aujourd'hui Yannick, il dit « Yannick, j'ai besoin que Rocket Hammer fasse ma construction. » Qu'est-ce que tu dirais là? C'est quoi les astuces en ce moment pour cette saison-là que toi, tu utiliserais sur tes propres projets que tu vas recommander à un de tes clients pour faire sa construction? Ça dépend s'il est prêt. Il est prêt, il est ready. Le plus vite possible. Présentement, c'est le plus vite possible. Puis quitte à partir le chantier, on aime ça les partir prêts, par contre. On ne veut pas partir un projet surtout pas un projet d'envergure. Tu m'arrives avec un 6, un 16, un 12, regarde, demain matin, je creuse, il n'y a pas de stress. Là. Ça, il n'y a pas de problème, même s'il n'y a rien de planifié. Ouais. Mais si tu arrives avec des projets béton, parking intérieur, 50 et plus, tu veux bien le digérer au bureau, tu veux bien regarder les plans. Mais sinon, s'il est prêt, on le prend, on le regarde tous les l'hiver, sans soumission, le plus vite possible, début de construction au printemps, parce que, comme je dis, les coûts vont faire ça. La demande aussi locative, ça ne construit pas présentement. Là.
Ouais. Fait que ceux qui construisent là, il n'y en aura pas beaucoup sur le marché qui vont tomber en location en juillet de l'année prochaine. Fait que, puis même dans les autres années, parce qu'on est décalé un petit peu. Ouais. Fait que, go, le plus vite possible. Puis encore là, comme je disais, plus vite que ton projet il est prêt, plus vite que tu commences à avoir des années d'augmentation de loyer, puis que ton immeuble, il se paye. Exactement. Puis ce qui est le fun, il y a un point que tu viens de parler là qui est intéressant, c'est que le fait qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui se construisent, qui ont commencé leur chantier cet été, la plupart finissaient déjà des chantiers, puis ceux qui ont commencé, il n'y en aura pas beaucoup. Ceux qui commenceraient, mettons, au printemps 2025, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont être les premiers à être loués sur le marché. Avec la demande locative partout, on le voit à travers la province du Québec, il y a une demande énorme, bien, c'est les premiers qui vont se louer. Et les premiers qui vont se louer, qu'est-ce qui va arriver? Bien, ils vont pas avoir de comparables. Ouais. Ils vont dicter le marché. Ils vont créer leurs propres comparables. Ils vont aider les prochains constructeurs et les prochains développeurs pour les projets de l'année d'après à avoir des comparables élevés. Exact. Donc, on a une demande accrue locative. On a une livraison d'un produit en juillet 2025. On n'a aucune compétition. On est capable de louer à des prix intéressants pour le marché et on est en même temps capable de créer notre propre comparable pour notre prochain projet. Je pense que toi, tu l'as vécu sur quelques-uns de tes projets à la chute, sur le projet où est-ce que vous êtes en train d'ouvrir l'avenue Béthanie. Ouais. Vous avez quand même un projet là-bas qui peut-être même une centaine de portes dans ce secteur-là, puis tu as fait quelques ventes dans le secteur, puis tu t'es créé tes propres comparables. C'est quoi la plus-value de faire ça, puis comment vous l'avez accueilli, cette plus-value-là, dans votre équipe? Bien, c'est le fun, puis on l'a même fait à Valleyfield aussi, parce que ouais. Dans le temps, on a commencé à Valleyfield, là, 6 ans, le monde nous traitait de fous d'aller investir à Valleyfield. Tu sais, c'était vraiment pas bien vu avant le gros boom industriel. La chute, c'est un peu la même chose aussi. Fait que t'arrives avec des loyers comme nos premiers Valleyfield, on louait ça 900-950$ par mois. Ouais. Mais on réussissait même pas à construire assez vite. On a fait des augmentations 3 fois pendant notre construction parce que ça partait trop vite. Fait que c'est un peu la même chose à la chute. T'sais, on voit que Mirabel est plein, ça s'en va vers là. Fait que quand il n'y en a pas beaucoup, il n'y avait pas de neuf. Oui, il y en avait un petit peu des gens que je connais qui en ont fait. Mais quand la demande est là, puis que tu es dans les premiers, tu peux dicter un peu comme tu veux. C'est sûr, il faut que tu respectes les moyens des gens. Définitivement. On ne cachera pas que la chute n'est pas Mirabel, n'est pas Laval, puis n'est pas Montréal. Fait que quand tu calcules tes choses, il faut que tu en tiennes compte, il faut que tu sois réaliste. Il faut que tu sois réaliste, puis il faut aussi que tu puisses comprendre un peu les paramètres du marché. Parce que si tu veux faire de l'habitation de luxe, mettons, à la chute, faire des loyers à 2500$, c'est pas la clientèle que tu vas avoir. Fait qu'il faut que tu comptabilises ces choses-là. Puis en même temps, dans tes projets, on est capable aussi de rentrer des financements SCHL avec APH Select, parce qu'on est capable d'avoir l'abordabilité aussi sur certaines unités. Fait que je te laisse parler un petit peu de ça aussi. C'est sûr que l'abordabilité, oui, c'est le fun, mais ça vient quand même de beaucoup diminuer certaines places. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de t'es où. La chute, l'abordabilité est un petit peu moins pire. Je ne cacherai pas que dans l'APH Select, on est mieux les autres critères qui est l'accessibilité et puis l'efficacité énergétique. Mais oui, l'abordabilité est quand même une grosse partie. Fait que ça vient aider les personnes là-bas, mais ça vient quand même beaucoup nuire ces temps-ci. Les taux d'intérêt sont bas. Fait que c'est quand même difficile. Fait que c'est peut-être pas clair comment je l'explique, là, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour avoir des projets rentables ces temps-ci d'aller vers là. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu n'as pas le choix d'avoir des loyers quand même importants pour pouvoir avoir des projets. Ouais. Puis, dans le fond, c'est simple. C'est que la demande locative du marché, pour qu'on puisse la combler, il faut qu'on ait des loyers plus élevés. Exact. C'est simple. Les coûts de construction sont trop élevés puis les taux d'intérêt sont encore trop élevés. Le mix des deux, les loyers n'ont pas rattrapé, c'est un peu ce mélange-là. Là, les taux baissent, ce qui nous aide énormément, mais la construction va rester haute. Fait que les loyers, ça rattrape tranquillement, mais pas assez vite. Définitivement. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait améliorer cette situation-là pour qu'on puisse livrer des produits où est-ce que c'est un win-win, où est-ce que le constructeur est capable de payer son staff puis sortir avec un minimum de projet, un minimum de profit, et où est-ce que le locataire en tant que tel puisse avoir un logement
de qualité, mais aussi un logement qui pourrait rentrer dans les normes aujourd'hui, d'après les salaires de la classe moyenne aujourd'hui? Bien, c'est de redéfinir nos standards. C'est de revoir ce qu'on faisait avant. Nous, autant à la Chute que Valleyfield, que même à d'autres endroits, des plans qui étaient prêts à construire, qu'on avait les permis, on les a pris et on les a jetés au poubelle. Les gens ont de la misère à payer leur loyer. Avant, les gens se permettaient des grands 5,5, se permettaient des grands 4,5. Parce que maintenant, on a baissé ça. On est allé vers des petits 4,5, même des petits 5,5, puis il y a même des endroits qu'on n'en fait plus du tout. Fait que les gens, c'est des 4,5, des 3,5, mais mieux réfléchis, mieux pensés. Puis, j'avouerais que c'est plate, mais tu sais, le côté architecture, il faut y faire plus attention. Des projets que des fois, on se gâtait un petit peu. On va faire ça, on va mettre plus de briques. Tu sais, les chiffres faisaient du sens. Fait que tu avais un bel environnement, mais aujourd'hui, c'est juste de mieux penser quel matériau que tu vas mettre. Pas dépenser une pièce pour rien en construction, parce que quand tu dépenses cette pièce-là, ça a un reflet sur le loyer que tu dois charger. Définitivement. En repensant les immeubles, on les a tous rapetissés. Rapetisser les loyers, mais mieux pensés, mieux fait, pas de superflu. Ben, ça permet un peu de faire attention aux loyers qu'on met, que les gens sont capables d'avoir. C'est bien ça. Mais les mentalités changent. Les gens, faut qu'ils mettent dans leur tête que la chambre de spare qu'il y avait pour des amis que peut-être qui arrivent jamais, ben, les gens les coupent. Ils passent à des 4,5. Les gens, il y avait des grands espaces inutiles, ils les coupent. Fait les gens s'en vont vers ça. Nous, on regarde c'est quoi la demande, on regarde c'est quoi que les gens veulent, puis on s'adapte. Si on réussit à s'adapter, puis qu'eux aussi s'adaptent, ben on réussit à se rencontrer en quelque part au milieu. C'est le fun ce que tu dis. Bizarrement, j'ai fait quelques rénovations chez moi cet été, puis ça faisait longtemps que j'avais pas magasiné des meubles, puis que j'ai pas traîné dans les magasins de meubles. Je me suis rendu compte d'une chose. Dans les magasins de meubles, on a de plus en plus de meubles adaptés aux appartements. Ce qu'on ne voyait pas avant. Donc, tu as des sectionnels un peu plus petits, tu as des tables, des salles à manger, mettons, pour 6, mais qui sont adaptées aux appartements. Ça veut dire qu'il y a une demande. Ouais. Si on voit ça dans les magasins de meubles, si on voit que les concepteurs, les magasins de meubles ont commencé à livrer des produits comme ça, puis que ça se vend, puis qu'il y a une demande, on en voit de plus en plus. Dans le temps, je me rappelle, mes parents qui devaient acheter un sectionnel, c'était 3 mètres par 3 mètres et demi. Aujourd'hui, un sectionnel, tu as des sectionnels de 1 mètre et demi par 1,99 m, ça existe. Fait que déjà là, le besoin de la clientèle par rapport à un produit fini, la chose qu'ils vont utiliser dans leur appartement, ça donne une grande ligne sur ce que tu viens de dire maintenant. C'est que les gens sont en train de revoir leur espace de vie, revoir le pied carré qu'ils utilisent, optimiser au maximum chaque mètre carré, chaque pied carré dans la maison. On a vu aussi les développeurs, constructeurs commencer à intégrer des milieux de vie communs. Ouais. Puis, il y a une chose que j'ai vue souvent dans des condos, c'est d'avoir des appartements qui sont communs. Fait que moi, j'habite sur la Rive-Nord, puis il y a beaucoup de condos les années, je te dirais, j'habite sur l'île Paton, puis c'est un secteur qui a beaucoup de condos des années 60, 70, 80. Il y a eu beaucoup de rénovations, c'est beaucoup des condos au bord de l'eau, Rivière-des-Mille-Îles. Et je vois qu'il y a plusieurs immeubles qui ont un concept qui est tellement le fun, c'est d'avoir 2 appartements ou 3 appartements, j'en ai vu dans certains immeubles, où est-ce que les locataires, chacun à leur tour, ont le droit de réserver une chambre d'amis. C'est quand même le fun parce que c'est quelque chose qui a été bâti en 1960, 60-70. Fait qu'au lieu que les gens cherchent des 5,5 pour avoir une chambre d'amis, une chambre d'invités, un bureau additionnel, quoi que ce soit, bien, avoir le droit de réserver un appartement. Puis c'est le fun. Tu vois, dans un des bâtiments à côté, j'ai visité cette fameuse chambre d'amis. J'ai une amie qui a un condo dans cet immeuble-là. Puis comment c'est aménagé? C'est aménagé exactement comme une suite d'hôtel. Salle de bain, mini kitchenette, chambre, petit balcon. Puis chaque locataire a le droit de réserver cette unité-là quand elle est disponible. Okay. Est-ce que ça serait pas une idée que toi, Yannick, t'intégrerais dans tes projets? C'est intéressant. Tu y parles, puis je suis en train de réfléchir. Dans des plus gros projets, je pense que ça peut faire du sens. Tu arrives comme dans des, mettons, 50 logements et plus. Là, je te parle, moi, celui que je te parle, c'est du 150 logements. Oui. Dans des plus grands, ça peut faire du sens. Puis même à un moment donné aussi, on va pousser
sais, les autos en commun, je pense que ça aussi va finir par revenir. Il y en a, mais pas beaucoup. Mais les intégrer, ça va arriver parce qu'il y a de moins en moins de stationnement. Les villes baissent les ratios. Ben, pas juste les villes, les promoteurs aussi baissent les ratios de stationnement parce que les chiffres sont plus difficiles, donc on doit densifier un petit peu plus. Fait que même ça aussi, les autos communes, d'après moi, ça va finir par revenir. Tu vois, c'est des paramètres que chaque investisseur dans un projet développeur doit penser. Parce qu'au final, pour que toi, en tant que constructeur, mettons, toi, je sais que tu fais les deux dans le groupe Firma, Rocket Hammer construit, fait que vous avez la chance de pouvoir penser vos projets puis après ça, les construire. Mais quelqu'un qui viendrait vers vous pour faire construire son projet, ben c'est sûr et certain que mieux son projet est pensé, mieux son projet est bien bâti, plus tu vas être capable de lui donner un meilleur prix au niveau de la construction. Définitivement. Ça, c'est la première chose qu'on fait avec notre expérience. On va prendre les plans, on va le regarder, on va s'assurer avec lui. Regarde, moi, si j'étais toi, je changerais ça, ça, ça. Nous, dans notre expérience, on le voit dernièrement, on a eu un projet, juste la manière de gérer les coupe-feux dans les immeubles, ces choses-là. Sur comme un 41 qu'on a de faire avec rez-de-chaussée commercial, c'est des différences de 200-300 000 juste sur des détails et au plan que tu peux changer à l'origine. C'est important, là. Les architectes, souvent, ils ne voient pas nécessairement le coût financier de leurs détails. Fait que, oui, il y a des détails qui ont un impact sur l'insonorisation et sur les coupe-feux, mais qu'il y a 4-5 manières différentes de les faire. Moi, là, avec ce que tu viens de dire, j'aimerais ça que tu nous expliques le processus. OK? Tu as un acheteur qui vient de faire l'acquisition d'un terrain à développer. Il y a rien de fait. Il fait son acquisition, il commence son développement, il travaille avec ses plans préliminaires, avec un architecte, un urbaniste, il fait approuver son projet à la ville. Est-ce que tu recommanderais à cet investisseur-là de travailler avec un architecte pour faire les plans d'ingénierie et ensuite de ça, trouver son constructeur, ou est-ce que tu recommandes que tout de suite, quand il commence à travailler ses plans d'ingénierie, il embarque tout de suite le constructeur dans le processus? Dans un monde idéal, c'est d'embarquer le constructeur tout de suite. Très bien. Mais par contre, c'est une question de confiance aussi. Tu sais, dans l'industrie, il y en a tellement des constructeurs que si tu en prends un qui n'est pas bon aussi, tu peux te tirer dans le pied. Fait que je te dirais, oui, rembarque-les le plus tôt possible. Oui. Mais assure-toi avec qui tu t'embarques. C'est important. Ça ne veut pas dire qu'il y a les compétences pour le faire. Mais si tu t'embarques avec quelqu'un qui a les compétences, il peut te faire sauver des sous énormément sur le projet. Puis ton projet X que tu pensais faire, peut-être que tu vas faire un projet Y à la fin. Bonifié encore mieux que ce que tu pensais. Puis, ce que j'aime dans cette stratégie, c'est que le fait que tout le monde commence au début à travailler ensemble, on arrime le délai de travail sur le projet. Au lieu de faire 4 mois avec l'architecte, 4 mois avec l'ingénieur, 4 mois, on te fait travailler tout le monde en même temps. Puis, il y a une question que j'aimerais te poser. Vous, chez Rocket Hammer, est-ce que vous êtes en mesure, pour une clientèle, d'un terrain à développer, excuse-moi, que le client vienne vous voir puis que vous faites tout, clé en main, plan, projet, tous les plans d'ingénieur et que vous fassiez aussi par la suite la construction? Oui, définitivement. T'sais, on a l'équipe puis on est habitué, c'est ce qu'on fait tous les jours, nous. Fait que, autant pour nos projets que les projets des autres, je veux dire, je rentre ça dans la machine à saucisses puis ça ressort à la fin. On est habitué, c'est juste ça qu'on fait. La seule chose, c'est que je veux m'assurer que les gens sont sérieux. Ouais. Parce que présentement, surtout dans les plus petits projets, il y a beaucoup de gens qui connaissent rien, qui arrivent, qu'on veut pas non plus perdre notre temps. Ils pensent qu'ils vont faire un projet encore qui laisse pas de liquidité puis que c'est facile. Mais tu sais, il faut que les gens soient sérieux, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Fait que ça, on le voit quand même au début puis on les guide. Il y en a qui sont venus me voir, puis ça me fait plaisir. Puis après, qu'ils sont sortis, c'est comme, garde, non. Démolis pas ta bâtisse, garde-la, ça vaut pas la peine. Puis ça me fait plaisir, jusqu'à si tu veux, rappelle-moi, tu sais, éventuellement. Mais au final, ils disent, ah, merci, je te remercie, parce qu'il n'y avait pas de projet à faire là, puis je me gêne pas de leur dire. Fait que, tu sais, il y en a aussi qui pensent qu'encore aujourd'hui, ils font des projets, puis que c'est facile, puis qu'à la fin, ça n'a pas coûté une scène. Ouais. Ça n'existe plus, ça. Fait que, tu sais, oui, on les voit, on les guide, mais ceux qui sont vraiment sérieux, ben oui, là, on peut aller loin avec eux, puis c'est le fun, puis avoir du plaisir. Moi, j'aime ça quand ça roule. Les projets, il est là, puis moi, j'ai déjà hâte de construire. Moi, je veux pas que ça niaise. Mais c'est bon, ça. Parce qu'un constructeur qui a cette énergie-là, ça veut dire que tu livres dans les délais les plus réalistes possibles.
les échéanciers, parce qu'il faut savoir que, mettons, quelqu'un vient te voir pour construire son projet, bien lui, en arrière, il y a tout un stratagème financier. Donc, les délais de livraison, c'est important. Fait que c'est important que tu aies un constructeur qui soit ready, puis qui bouge vite, puis qui est capable de travailler rapidement et de donner des délais réalistes. C'est sûr et certain qu'il y a toujours des surprises. Puis ça, il faut être prêt, là. Il peut y avoir qu'importe une surprise qui peut arriver en chantier, ça peut retarder le projet. Mais un constructeur qui est actif, qui bouge vite, puis qui comprend le challenge financier en arrière, parce que souvent les gens vont être sur des emprunts, il y en a qui vont aller sur des prêts privés, il y en a qui vont avoir des intérêts mensuels à payer. Donc tout ça, ça doit rentrer dans les costes du projet. Donc ça, c'est important. Yannick, dis-nous, c'est quoi les prochains projets de gros firma que vous êtes en train de réaliser? Qu'est-ce qui s'en vient? Il y en a quand même plusieurs. Ouais. On a un gros développement à Valleyfield quand on a fait des changements de zonage. Oui. Je n'en parlerai pas dans les détails, mais on a environ 1500 unités encore à Valleyfield jusqu'à du 10 étages. C'est sûr que là, le marché de Valleyfield n'est pas nécessairement prêt pour du 10 étages où ce qu'on est, mais c'est quand même très, très bien situé. Fait que ça, on travaille ça tranquillement. Ça fait déjà 3 ans. Mais là, on a eu tous les changements, tout est approuvé. Good. Et il reste à le planifier. C'est bon, ça. Comme tu connais, j'ai mon projet de la chute. Oui. La chute, on a commencé la phase 1. On a vendu certains terrains, question liquidité cash flow. On a fait une centaine d'unités, mais là, on a déposé pour les CA pour développer encore 800 unités. Fait que ça, je m'attends d'environ 6 à 8 mois, là, on va avoir les autorisations, on devrait commencer les rues. Fait qu'il y a ça qui s'en vient. On a un projet aussi à Shawinigan qui s'en vient. C'est nouveau, ça? 6 étages. Nouveau, oui, puis non, c'est un appel d'offres qu'on a gagné avec la ville de Shawinigan. OK. C'est un projet merveilleux, là, en haut d'une côte, juste sur le bord, il y a la marina possédée par la ville, ouais. Avec la rivière. C'est vraiment, là, c'est magique. Tu vas là-bas, tu peux pas dire non. OK. Tu peux pas dire non. Puis Shawinigan commence à... On entend souvent Shawinigan en ce moment. C'est en train de revenir. Dans le public, dans le marché, on est en train d'entendre Shawi, ça... L'industriel fait quand même beaucoup bouger dans ces coins-là, Grand-Père, Shawinigan, toutes ces régions-là, Trois-Rivières. Tu sais, Trois-Rivières a bougé beaucoup, donc Shawinigan est à côté. C'est un peu comme Valleyfield dans la région, tu sais. Vaudreuil a explosé, fait qu'après ça a été Valleyfield. Mirabel a explosé, c'est rendu la chute. Ouais. Tu sais, Trois-Rivières, ça va Shawinigan, puis toute l'industriel est dans ces régions-là. C'est ça qui fait que les régions se développent. C'est sûr et certain qu'on l'a vu, puis on n'a pas cessé de le répéter depuis le début du tournage. 2e, 3e couronne, ça bouge énormément dans les dernières années, puis ça va continuer à bouger, puis ça va libérer les 4e couronnes qu'on n'entendait jamais parler. Il y a 3 ans, on n'entendait même pas parler de 3e couronne. Aujourd'hui, on en entend parler. Puis l'année prochaine, on va commencer à parler de la 4e couronne. Fait que tout ça, c'est des bonnes nouvelles. On est en train de voir que le développement continue. On est en train d'avancer malgré les intempéries. Moi, ce que j'aime, c'est qu'en ce moment, le marché a fait ça. Puis tout le monde qui était désespéré puis qui disait « OK, qu'est-ce qui va se passer? » J'ai eu plein de mes investisseurs qui disaient « Sophia, nous autres, on attend. On attend. » Puis pendant que ces gens-là attendaient, moi, j'ai eu des clients qui ont continué. Puis ceux qui ont continué, aujourd'hui, ils ont des produits livrés, loués, qui peuvent profiter du plus haut pic de demande actuel. Puis il y a une autre chose qui est importante, c'est que pendant l'année 2023, 2024, quand il n'y a pas eu beaucoup de développement de terrain puis de construction de terrain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a vu uniquement les gros joueurs continuer à faire des acquisitions. Ce que ça a créé, c'est que, étant donné que les big players, déjà, c'est difficile de compétitionner avec eux, mais quand tu as juste les big players qui jouent dans la cour d'école, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les négociations, ils les ont faites comme qu'ils ont voulu. Oui, exact. Et ça veut dire qu'ils ont pu jouer les paramètres de marché et ils ont créé des comparables pour maintenant, parce qu'ils ont fait des acquisitions en 2023, 2024, début 2024, puis ils ont fait moins cher que le marché. Puis qu'est-ce que ça a fait? Eux, ils ont fait des bons profits parce qu'ils ont joué pendant que tout le monde ne voulait pas jouer, mais c'est une chose qui est positive. Pourquoi? Parce que ces big players qui ont créé des comparables moins chers que le marché parce qu'ils ont négocié pendant que personne n'était capable, parce qu'ils avaient la liquidité, ben ça vient de créer en l'année 24, 25, 26 des nouveaux comparables moins chers qu'on a eu en 2022, 2021 qui replacent le marché pour
tous les investisseurs. Donc, c'est une bonne chose, au final. Parce que si, mettons, je te donne un exemple. Exemple, un gros joueur du Québec achète un terrain à 8 $ le pied carré en 2023. Pendant qu'en 2021, ce même terrain dans le même secteur aurait été vendu 12 $. Il l'a acheté à 8. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Toi, tu viens en 2025, Yannick, pour l'acheter, tu vas l'acheter à combien? Ah, c'est sûr, à moins cher. On va acheter à 8, pas 9. 8, 9, exactement. Fait que la correction du marché s'est faite aussi grâce à ces gros joueurs qui ont continué à faire des acquisitions parce qu'ils ont fait une petite correction de ce côté-là. Puis moi, ce que j'aimerais savoir, Groupe Firma, Rocket Hammer, toute votre équipe en arrière, vous travaillez plusieurs projets, comme on a parlé, Valleyfield, vous êtes à Shawinigan, vous êtes à La Chute. On s'en vient à Beaubriand aussi. Vous en venez Beaubriand. Un beau projet à Beaubriand. Super. Fait que là, printemps. Est-ce qu'on peut avoir une petite primeur ou? Oui, ben c'est pas des énormes projets, mais Okay. c'est 6-24 logements avec stationnement intérieur dans une place quand même assez le fun à Beaubriand. Ah, mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Beaubriand devient de plus en plus demandé. Il y a presque plus de terrain à Beaubriand. Puis ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, ce secteur-là. Mais il y a aussi un nouveau changement de zonage qui s'en vient dans ce secteur-là, qui va être mis en place en 2025. Puis ça va aussi recréer de l'engouement dans ce secteur-là. Fait qu'on est en train de retravailler les deuxièmes couronnes parce qu'on voit une demande accrue, puis le gouvernement est en train de ralentir l'étalement. Il veut l'expansion en hauteur et arrêter l'étalement urbain. Fait que tout ça pour dire, toi, tes bureaux sont dans l'West Island. À l'île Perrot. À l'île Perrot. À l'île Perrot. Dis-moi, Yannick, c'est quoi les principales qualités pour toi d'un constructeur? Moi, là, demain, je recherche un constructeur. C'est quoi les principaux, les choses les plus importantes que je dois retrouver chez mon constructeur? Je te dirais, la première chose, c'est l'honnêteté. C'est dur de le voir. C'est dur, mais tu sais, aller voir les anciennes personnes avec qui il a fait affaire. Parce que la construction, tu vois pas tout ce que le constructeur fait. Tu vois pas l'envers de la médaille. En partant, si tu as quelqu'un d'honnête, tu pars déjà là avec des bonnes bases. Mais ça prend quelqu'un qui est fonceur. Quelqu'un qui a envie de construire. Qui a envie qui va prendre son projet comme si c'était le sien. Tu sais, moi, la plupart des projets pour les autres sont à cost plus. Mais je leur dis tout, je vais le faire comme si c'était mon projet. Puis j'ai eu du succès dans la vie avec les projets des autres parce que je vais toujours le faire le moins cher possible. Moi, je veux pas essayer de faire le plus d'argent possible. Je veux que cette personne-là soit heureuse puis qu'elle m'en donne un autre, puis un autre, puis qu'elle aimerait faire à l'autre. Exact. Mais tu sais, il y a tellement de gens dans le marché, il y a tellement de constructeurs que c'est difficile de trouver toutes ces personnes-là honnêtes. Mais ça te prend un constructeur qui connaît la mathématique. Parce que l'immobilier, le constructeur qui connaît le pourquoi des financements, puis il sait c'est quoi le ratio de couverture de dette, il sait comment que l'APH Select fonctionne, puis qui est capable de le calculer. Moi, tous les calculs, on les fait. On les fait au bureau, moi, je les comprends. Quand le promoteur vient me voir, je suis capable d'aligner et dire, regarde, si tu fais ça en APH, tu vas être capable de chercher un financement sur 50 ans, sur 40 ans à la place. On remplace pas les courtiers hypothécaires, on remplace pas les autres gens, mais on le comprend. On sait les impacts de chaque sou sur le chantier, sur le loyer. C'est quoi l'impact dans ses poches aussi à la fin. Fait que ça, c'est important. Fait que dans le fond, ce que tu me dis là, c'est que tu es en train de prôner un petit peu l'éducation financière des constructeurs. Ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai eu du succès dans la vie parce que je suis quand même très fort en mathématiques. Ça fait tout le temps été de la facilité. Fait j'ai toujours fait mes calculs moi-même. Puis là, mettons, un analyste financier interne qui les fait. Mais je sais le pourquoi de mon financement à la fin, je vais avoir tant. Puis si les taux varient, je sais combien que ça va varier. Si mon loyer monte, je sais combien que ça va changer. En ayant ça dans la tête, je suis capable de parler avec mon client ou avec quelqu'un, puis de bien le guider, puis de comprendre ses réalités aussi. Fait que définitivement, les constructeurs qui ne connaissent pas ça, je dirais qu'ils n'auront plus de succès dans les années à venir. Fait que c'est quand même important ce que tu dis là. Ouais. Honnêteté, la compréhension des calculs financiers pour un constructeur, c'est les qualités que toi, tu rechercherais pour un constructeur si c'était ton propre projet. Oui, définitivement. Good. Puis aussi, c'est quoi 3 astuces ou 3 peut-être erreurs que tu recommanderais à des développeurs de regarder pour éviter dans leur projet? Bien, la première chose, c'est les détails, les petits détails niaiseux sur les plans. Oui.
que tu ne vois pas. Fait pas que tu ne vois pas, mais qui sont mal réfléchis. Comme l'histoire des coupe-feux. De plus en plus, il y a des grands changements qui s'en viennent, puis qu'on a vus, qui ont des impacts majeurs sur les projets. Ça, c'est un coup, comme on parlait tantôt dans notre 41 logements, là, il y en a vu qu'il y a même des erreurs encore qu'on a fait, que je dis, prochain projet, il faut s'asseoir au départ, puis mieux regarder nos coupe-feux. Parce que après ça, c'est là que tu réalises que c'est des coûts de 150, 200, 300 000, c'est des petits détails, mais au lieu de mettre ton gyps au milieu ou au bord, ben, en mettant au milieu et non deux sur un côté, juste parce qu'en haut, ça devient compliqué. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qu'à la fin, se répètent et puis qui coûtent cher. Après ça, ben, c'est d'être prêt. C'est d'être prêt à la base. Connaissez votre projet par cœur. Moi, j'en vois beaucoup des gens, ils commencent puis ils maîtrisent pas leur projet. Il y en a, je connais même des amis qui m'appellent encore beaucoup, à toutes les semaines, ça me fait plaisir. Hey, ça, qu'est-ce que tu ferais? Puis je suis comme, mais t'étais supposé de le savoir, ça fait longtemps de ça, mais il est déjà en construction. Quand tu commences ton chantier, justement, ce matin, je parlais avec un de mes chargés de projet. Je disais, tu connais ton plan par cœur. Moi, je m'assois qu'un plan au départ, tu lis tout ligne par ligne, souligne, connais ton plan, connais tes contrats, connais ton budget, connais ton échéancier. Si tu connais ça après ça, peu importe ce qui arrive sur le chantier, parce qu'il arrive toujours des choses, ça va être facile de gérer, puis tu ne seras pas perdu. Grosso modo, c'est des super bons conseils parce que c'est des conseils de prévoyance, en fait. Puis prévoyance de capacité du projet, prévoyance financière pour économiser des coûts. Parce que si tu es capable d'économiser quelques coûts pour les petits détails que tu as parlé, bien, ces surprises-là, tu vas peut-être être capable de les combler. Parce que si tu as économisé sur le gyps parce que tu as mis le gyps au bon endroit, puis au lieu d'en mettre deux, tu en as mis un, comme tu viens de donner l'exemple, mais au final, le coût additionnel que tu aurais gaspillé pour une surprise dans le projet, bien, tu vas peut-être avoir les fonds. Fait qu'au final, tu es c'est un projet qui devient quasiment autonome financièrement à cause qu'il est bien préparé puis parce qu'on a étudié tous les détails. Exact. Mais ça, aussi, petit dernier point que je viens de penser, là, les liquidités. Gardez-vous toujours plus de liquidités que vous pensez. Tu as les mises de fonds que les banques te demandent. Gardez-vous des liquidités. Tout est plus long maintenant. Les banques sont plus longues, le CHL est plus long. Tout est plus long. Fait que même les débourser en cours de route, ça traîne la patte. Puis nous, on est sur la coche. Vraiment, là, on sait, on a le processus, puis ça traîne. D'accord. Si tu veux bien payer tes gens, si tu veux que les gens soient contents, gardez-vous plus de liquidité. Ça, honnêtement, ça va vous simplifier la vie, ça va vous enlever des casse-têtes puis des appels de gens qui hey, tu m'as pas payé, ci, puis ça, j'attends mon déboursé. Si t'en as un petit peu plus, au moins, les gars de couvrir ces gens-là. Puis ça en entendant. Une dernière question pour toi, puis c'est une question assez challengeante, mais je pense que tu es la meilleure personne pour répondre à ça. Tu es prêt? C'est quoi les coûts de construction qu'on s'attend en 2024, 2025 en ce moment? Hey boy. Pour du multilogement. On va y aller avec donne-nous des coûts de construction pour du bois et briques, puis donne-nous des coûts de construction pour des immeubles béton. Fait qu'on va faire la différence entre les deux pour que les gens puissent comprendre. Mettons, bois et briques, multilogement, coût de construction, ça ressemble à quoi? Je dirais, moi, je regarde quand même beaucoup de la porte. Je sais que les gens disent c'est plus du pied carré, mais le pied carré varie tellement. Oui. Tu fais une petite unité, ton pied carré va coûter beaucoup plus cher que si tu fais une grande unité. Fait que, tu sais, moi, j'ai tendance aussi à le regarder grosso modo. Mais je pense que les coûts vont monter assez vite cette année parce que la demande est là, les taux baissent. Fait que je pense qu'on va monter dans 225 250 000 la porte avant terrain, avant autocotisation. C'est sûr que ça dépend des projets. T'as les plus petits que non vont rester peut-être un petit peu en dessous. Mais les plus gros, là, on le voit. Là, ça commence déjà à chiffrer assez vite. Donc, on peut s'attendre à une hausse d'à peu près 10 d'après moi. Sur les coûts par porte, bien attention, coûts par porte sans l'acquisition du terrain, sans l'autocotisation, puis sans tous les rapports, puis toutes les études qui ont été faites. Donc, sans le coût de développement, sans l'acquisition du terrain. Uniquement le coût de construction par porte entre 225 et 250 pour un projet moyen. Exact. Puis, tu sais, j'ai pas ces chiffres-là dans ma tête prêts à te donner parce que j'aime jamais ça, pitcher ça.
C'est sûr, parce que chaque projet va être différent. On peut tellement se tromper. Fait que moi, je te dirais que ça, c'est juste une règle du pouce que je prends. Oui, règle générale. Puis que je sais que, tu sais, mettons un coût à 200 000 la porte, un loyer à 1600, 1700, va-tu faire du sens, vite fait. Mais sinon, après ça, je prends le projet, j'ai des gens au bureau, moi j'ai une estimatrice aussi qui est à temps plein. On va le prendre, on va le regarder, puis on va faire une première passe. Mais c'est des choses qui vont prendre peut-être 20 heures sur un projet, juste de faire une première passe. Puis là, après ça, OK, je vais aller avec ça. Mais des chiffres au pied carré dans ma tête, j'ai pas ça parce qu'on peut tellement se tromper que j'aime mieux bien faire les choses. T'as raison. Puis c'est vrai que dans le langage, la plupart des constructeurs, même les développeurs, calculent en coût par porte. C'est beaucoup plus facile d'imaginer visuellement un projet avant de l'étudier, bien entendu, puis d'aller chercher les chiffres finaux. Mais comme tu as dit, règle du pouce, les gens ont besoin de comprendre c'est quoi les règles du pouce. Parce que c'est drôle à dire, mais les règles du pouce, en ce moment, c'est comme les indicateurs pour le marché. Fait que c'est bien de pouvoir en avoir quelques-uns. C'est sûr et certain que chaque projet va différer. Quelqu'un t'arrive avec un projet luxueux, là, il s'attendra pas à du 240 la porte, il va peut-être aller à du 275 la porte. Ça, c'est des projets bois-briques, là. Bois-briques, ouais. Fait que c'est ça. Fait que ce qu'on a dit, fait que 225 à 250, un à peu près, pour un projet bois et briques, sans coût de développement, sans coût de terrain, sans coût d'autocotisation. Maintenant, si on faisait le même exercice, mais avec du béton, construction béton, qu'est-ce que tu penses que les coûts de construction vont ressembler à peu près, règle du pouce encore, 2024, 2025? Je te dirais que béton, j'ai pas assez de comparables pour bien vous Très bien. Mais, tu sais, avoir parlé à des gens, ils étaient déjà en haut du 300. Ça monte, tu sais, ça va assez vite. Tu sais, les projets béton, tu dois avoir des loyers vraiment hauts. Oui. Là, je suis en train d'en faire un, mais j'ai pas ces comparables-là parce que c'est juste des bureaux. Oui. Fait que c'est pas un projet béton multi-logement. Mm-hmm. Fait que béton, c'est sûr et certain que plus on est en béton, puis on le voit, là, on regarde, exemple, je donne un exemple de construction qui est en train de se faire. Montoni a fait un très, très gros projet béton à Laval, qui est d'envergure. Je pense qu'il y a plus de 1500 unités là-dedans. Ce projet-là est en béton. Mais c'est sûr que ce qu'on est en train de voir aussi, quand on a un projet béton, automatiquement, dans les dernières années, c'était des condos qu'on voyait. Parce que les condos, on était capable d'aller chercher notre rentabilité en tant que constructeur. On les revendait, on les louait pas, fait qu'on récupérait une certaine plus-value, puis on était capable de faire du profit. Mais on est en train de voir de plus en plus de condos locatifs. Condo locatif, fait que c'est la même chose qu'un condo. Il y a du béton, les coûts de construction sont plus élevés, mais les loyers sont beaucoup plus élevés. Je donne un exemple, je discutais avec une de mes collègues hier. Notre bureau à Laval, au Centropolis, on a des nouvelles constructions qui sont juste en arrière du bureau. On a trouvé ça le fun, nous autres, parce qu'on s'est dit, pourquoi pas avoir quelque chose à 100 mètres du bureau. Des fois, ça peut être utile pour nous, les courtiers qui travaillent beaucoup. Mais le coût de location, parce que ça, c'est des projets locatifs, donc des condos locatifs, le coût de location ressemble à peu près à du 2300, 2400 $ pour un 4,5. Okay. Donc, au Centropolis, c'est quand même important. Ouais. Là, on a fait le calcul, puis on a fait le calcul, c'était drôle parce qu'on ne l'a pas fait pour un client, on l'a fait pour nous autres. Puis quand c'est pour nous autres, ben on le fait comme pour un client, mais on vit la même chose que nos clients. Oh, ouais. Fait que, tu sais, c'est le fun qu'un courtier fasse ça pour lui parce qu'il vit. Si, mettons, j'ai un de mes clients demain qui m'appelle pour le même projet, ben je vais l'avoir vécu, je l'ai cherché pour moi. 2300, 2400 pour un 4,5 locatif, ça vaut pas la peine pour moi. Ça vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que je pourrais quasiment acheter un condo à Laval, payer la même chose, puis même pouvoir le louer en Airbnb durant plusieurs périodes de l'année, puis l'occuper quand j'en ai besoin, puis that's it. Tandis que il y a quand même cette construction qui est en train de se faire avec un coût de construction plus élevé, des loyers plus chers. Ce qui est bizarre dans tout ça, c'est qu'il y a une demande. Je donne un exemple. Le projet de Centropolis qui est en train de se faire actuellement, la semaine passée, il était encore en train de poser les balcons. Hier, en sortant du bureau, messieurs, à 20 h, il y a du monde qui habite dedans. Ah oui? Oui, les lumières sont allumées. Il y a déjà des gens qui sont emménagés dans les appartements. Fait que imaginez-vous, coût de construction plus élevé, il a construit pendant la période où est-ce que les taux étaient élevés. Il a fait du condo locatif en béton parce que c'est un immeuble quand même de 12 ou 13 étages. Puis, il a
il a été capable de livrer ça maintenant, puis les condos sont déjà loués avec des coûts élevés. Ça veut dire quoi? Ces paramètres-là me donnent déjà un preview sur l'année prochaine, puis me donnent un preview que ça va quand même continuer à fonctionner. Même quand on parlait tantôt, tu as donné l'exemple de ça, on n'a pas le choix d'avoir des loyers un peu plus chers pour pouvoir livrer les produits. Fait que tout ça dit, en fait, le marché, je pense, 2024, 2025, 2026 va être continuellement en mouvement. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup de projets vont sortir, vont jaillir. Puis moi, j'aimerais savoir la suite. Groupe Firma, Rocket Hammer, dans les prochaines années, comment vous voyez évoluer? On va suivre la vague côté adaptation par rapport au marché, ça, c'est ça, de plus en plus. Rocket Hammer, je dirais qu'on s'est donné comme mission, surtout fin de cette année, de construire encore plus pour les autres. Okay. On a la machine, on est prêt. Fait que ça, on va être là, vous allez nous voir de plus en plus. Groupe Firma, on a quand même beaucoup de projets, on veut aller vers des plus gros. Fait que le but, c'est aller vers des plus gros, peut-être en faire moins, mais des projets de plus d'envergure. Donc, tu sais, du 50 et plus, c'est sûr qu'on va aller vers les 100 unités. Mais on a quand même beaucoup déjà de terrain que là, on va les développer. Mais oui, on est en mode acquisition aussi. On commence à regarder d'autres choses à gauche et à droite. Mais le marché, il est là. Cette année, on passe le cap du 1000 portes, nous. On est content. Fait qu'à un moment donné, on fait ça pourquoi? On fait ça parce qu'on a du plaisir. Ouais. On va arrêter où? Je sais pas. Mais il n'y a pas de limite, je pense. Tant qu'on a du fun, on ne fait pas ça pour l'argent non plus. Tant que tu as du fun, que tu te lèves le matin, tu vas au bureau, que tu construis, que tu apprécies les choses, puis que tu as une belle équipe. Tu es content aussi de voir ton équipe. Moi, j'ai la chance de visiter tes bureaux. Ouais. Juste pour un petit détail, les bureaux de Yannick Poisson, ils sont incroyables. Ça a été designé d'une façon, mais tu n'as pas l'impression d'être dans un bureau. C'est tellement moderne, c'est tellement bien fait. Et c'est tout en étant super moderne, c'est super chaleureux. Ouais. J'ai beaucoup aimé tes bureaux, puis ça vaut la peine parce que d'en parler, parce que ce que tu viens de dire, c'est important. Tu fais pas ça pour l'argent, tu fais ça pour le plaisir. Tu te lèves le matin, tu apprécies tes bureaux, tu rentres dans une place, tu vas vivre plusieurs heures là-dedans. Il faut que tu aimes tes collaborateurs, ton équipe. Puis ça, je pense que c'est le plus beau succès d'une entreprise, c'est d'aimer aller au bureau le matin, puis de travailler avec des gens qu'on aime, puis travailler avec du monde qui ont autant d'énergie puis de challenge à travers tout ça, mais qui aiment ça quand même. Mais moi, je suis pas un gars de télétravail. Je veux aller au bureau, je veux voir mon monde, je veux avoir du fun. Je descends au 2e étage, des fois, je vais voir le monde, « Hey, juste comment ça va, blablabla, puis là, des problèmes, OK, on remonte en haut, on va faire des meetings en bas. » J'aime ça quand c'est dynamique. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on a fait les bureaux, quand même, ils ont coûté cher, ça. Ouais. Mais les gens sont bien. Les gens, ils veulent venir au bureau. Nous autres, on est contents, puis l'ambiance est là. Fait que à partir de ce moment-là, tu as l'ambiance, tu as l'équipe, tu as les capacités, ben sky's the limit. Définitivement, définitivement. Yannick, je te remercie pour toutes les astuces qu'on a entendues aujourd'hui, toutes les données qu'on a pu aller chercher un petit peu, beaucoup de règles du pouce, mais qui peuvent vous donner énormément de bases pour vous aiguiller par rapport à vos projets, par rapport à comment vous allez structurer vos projets, qui allez voir, à quel moment embarquer le constructeur dans vos projets, puis surtout de savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché, les momentum, les timings. On a vu un petit peu de toutes ces choses-là. Yannick, si tu avais un mot de la fin, qu'est-ce que ça serait? C'est drôle à dire, mais tantôt, autant je dis qu'il faut connaître nos chiffres, mot de la fin, foncez. Arrêtez d'avoir peur. Mais des fois, on se perd dans les chiffres aussi. Moi, je suis un gars qui, à un moment donné, il faut s'écouter. Il faut avoir un certain feeling, malgré qu'il faut bien calculer, mais juste foncer. Faites-les. Si vous hésitez, il y a des gens que je connais qui hésitaient, puis je dis, regarde, fais-les. Finalement, ils ont fait leur premier 6plex, puis là, ils repartent 2 autres 12. Mais s'ils n'avaient pas fait le premier, ils ne seraient jamais rendus à faire leurs 2-12 que là, ils font, puis qu'après ça, ils vont en faire d'autres, puis d'autres. Ben, foncez. Go. Merci Yannick pour toutes les informations que tu as pu nous donner. Merci pour ton temps surtout. Merci d'avoir été avec nous. Donc, on vous retrouve pour le prochain épisode du podcast Tout Terrain. On a reçu Yannick Poisson-Michel aujourd'hui qui a été avec nous. On vous revoit dans 2 semaines.